les équipes mobiles de... elles pouvaient éventuellement... J'ai lancé l'enregistrement. Pardon? J'ai lancé l'enregistrement. Ah d'accord, pardon. J'ai oublié de préciser, pardon. Donc, comme je vous disais, j'essaie d'évoquer avec vous peut-être les besoins auxquels peuvent répondre les équipes mobiles de psychiatrie, d'essayer de vous faire peut-être un descriptif un peu bref de la situation actuelle des équipes mobiles de psychiatrie en France, et puis je vous parlerai un peu plus précisément du coup du projet de mon équipe, du SIAM, et puis ça sera l'occasion pour moi d'avoir un peu un retour au bilan de ces 2 ans d'activité. Et j'espère que vous pourrez également peut-être m'aider à concevoir un peu peut-être les nouvelles missions, les nouvelles orientations que pourrait prendre cette équipe. Alors, les besoins en équipe mobile de psychiatrie, ils sont extrêmement nombreux et ils sont extrêmement variés, tout simplement, déjà pour commencer, parce qu'ils sont de sources diverses. Alors moi, j'ai essayé un peu de résumer sur cette diapositive les motifs un peu que je retrouvais les plus fréquents dans les demandes de prise en charge faites par les patients. Pour les patients, une prise en charge par une équipe mobile, ça peut être intéressant, bien évidemment, pour éviter ou réduire les durées d'hospitalisation et tous les effets délétères qu'on sait associés aux hospitalisations. Ils sont intéressés également par un suivi médical plus rapproché en sortie d'hospitalisation et plus coordonné entre le médecin spécialiste qui est le psychiatre, mais également le généraliste ou les différents intervenants de santé qu'il peut y avoir dans le parcours de soins du patient. Et d'une manière générale, ils perçoivent notre intervention comme une sécurisation de ce retour à domicile. Plus rarement, mais ça peut arriver également, ils sont assez demandeurs d'aide, un peu de conseils pour reprendre leur autonomie et pour éventuellement prévenir la perte d'autonomie pour certains. L'entourage familial aussi a beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins d'équipes mobiles de psychiatrie. Et j'entends souvent et au premier plan des interventions d'urgence, notamment en cas de crise et en cas de décompensation. Les aidants sont souvent un peu dépourvus et ne savent pas très bien à qui s'adresser. J'entends aussi effectivement beaucoup de demandes de conseils de psychoéducation, comment faire auprès d'un proche malade, auprès d'un proche qui est actuellement en crise, comment réagir finalement à ces comportements. Ils ont besoin aussi de beaucoup de soutien. Alors, soutien bien sûr par mon équipe, mais ça m'arrive aussi assez fréquemment de pouvoir conseiller éventuellement une orientation vers un psychiatre extérieur ou un psychologue extérieur, parce que comme l'a dit M. Guyot, c'est jamais une seule personne qui est impliquée dans un problème de santé. Et il y a bien sûr les autres membres de l'entourage qui sont très régulièrement affectés par la situation. Et dans les besoins aussi que je retrouve de l'entourage familial, il y a bien évidemment ceux aussi cités précédemment, les besoins des patients. Pour l'hôpital, les choses sont assez claires, c'est éviter ou réduire le nombre des hospitalisations. Et c'est d'actualité tous les jours. Comme je disais, on a appris encore hier qu'il y avait sans doute un nombre de lits fermés trop important faute de personnel. L'objectif, c'est également de réduire les soins sans consentement. Donc là, je parle des soins qui sont faits à la demande des familles, les soins psychiatriques à la demande de tiers, ou les soins psychiatriques qui peuvent être demandés par le préfet. L'hôpital est conscient aussi des difficultés et des défauts un peu des relais de prise en charge entre l'hospitalisation à temps complet et les structures ambulatoires classiques que sont les centres médico-psychologiques. Il y a également beaucoup d'attentes du point de vue du secteur social, avec notamment, je pense, un besoin d'intervention, je dirais, précoce ou peut-être plutôt de premier contact pour favoriser l'accès aux soins des plus démunis. Il y a aussi l'idée de prévenir le handicap, prévenir le placement éventuel en institution et de façon plus générale, prévenir l'exclusion sociale. Donc c'est assez compliqué, il y a énormément de besoins et ça explique aussi en partie qu'il y a une grande diversité des équipes mobiles de psychiatrie qu'on peut rencontrer. Néanmoins, si les choses bougent énormément, comme on vous l'a dit précédemment, le constat actuel est encore un peu négatif et ce qu'on voit, c'est qu'il y a finalement des équipes mobiles. C'est difficile de trouver une équipe mobile dans le lieu où on habite parce que ça va beaucoup dépendre du contexte sanitaire, du contexte social local et j'ai envie de dire de façon un petit peu plus large de la culture en santé mentale locale. Il y a finalement peu d'équipes qui sont véritablement dédiées à une prise en charge mobile, mais il faut savoir quand même qu'il y a des visites à domicile qui sont habituellement réalisées par les structures ambulatoires classiques que sont les CMP. Alors je sais que les CMP sont extrêmement saturés, mais
moi, ça m'est arrivé de voir effectivement des CMP qui fonctionnaient de façon très différente, hein. C'est là où je parle un peu de différence de culture en santé mentale, avec beaucoup plus d'interventions à domicile, peut-être plus préventives, hein, que de consultations parfois à certains moments. Donc, ça dépend beaucoup vraiment des lieux de soins. Je pense qu'un gros défaut, c'est qu'il y a peu d'équipes d'intervention d'urgence et les équipes du SAMU, du 15 ne sont pas forcément toujours extrêmement bien formées aux problématiques psychiatriques. Et on peut dire aussi une certaine réticence, peut-être des forces de secours, des forces de l'ordre, d'intervenir seules dans des situations où ils ne sont pas accompagnés par un médecin psychiatre. Autre pendant quand même, c'est qu'il y a peu d'hospitalisation à domicile en psychiatrie. En tout cas, elle est insuffisamment développée et encore assez mal définie dans les textes. Donc, quand je vous parle en fait d'équipe mobile de psychiatrie, en fait, je devrais probablement plutôt vous parler d'équipe mobile médicale intégrant un psychiatre. Car en fait, les équipes mobiles qu'on va rencontrer sont quand même plus souvent des équipes qui dépendent du secteur médico-social que du secteur médical pur. Alors quand j'entends médical pur, c'est des équipes avec haute charge en médecins, haute charge en personnel paramédical comme des infirmiers. Parce que ces équipes sont des équipes pluridisciplinaires qui vont intégrer différents professionnels. Des médecins, alors c'est bien sûr des psychiatres, mais parfois des généralistes, parfois des gériatres, des infirmiers, des assistants sociaux, des psychologues, des ergothérapeutes, des éducateurs spécialisés. Et je peux, là encore, décliner, je pense, une liste de professionnels encore plus importante qui serait peut-être intéressant d'intégrer dans certaines structures. Les équipes, elles sont souvent quand même ciblées sur des populations spécifiques et pas adressées, on va dire, à tout le monde. Et on a le plus souvent des équipes qui se développent, par exemple, sur des âges ou des périodes de la vie qui sont à risque, ou des périodes à risque, oui, comme par exemple des équipes mobiles de psychiatrie du sujet âgé ou de gérontopsychiatrie. Beaucoup d'équipes jeunes, et je pense que c'est effectivement par ailleurs une très bonne chose, hein, et là, c'est là où on parle d'intervention précoce auprès des jeunes, parce que je vous rappelle que les troubles psychiques sont aussi des troubles qui apparaissent très souvent chez des adultes jeunes avec un impact majeur sur leur développement affectif, social, professionnel, et que ça me paraît aussi très important effectivement d'intervenir assez tôt dans une logique peut-être plus préventive qui manque un peu à la médecine française encore aujourd'hui. Et j'ai vu qu'on avait même des équipes de psychiatrie périnatale qui pouvaient également se développer. Dans d'autres situations, c'est-à-dire dans des situations de handicap, on va retrouver des équipes plus médico-sociales, comme par exemple les SAMSA, les SAVS, ou d'autres équipes dont je vous reparle peut-être un petit peu après. On trouve également des équipes mobiles de psychiatrie précarité, où on voit également le développement d'équipes mobiles de psychiatrie ou psychologiques d'appui finalement aux bailleurs sociaux pour finalement intervenir et évaluer des situations qui sont en général des situations médicales et sociales complexes, où il peut y avoir parfois la nécessité d'intervention et d'évaluation d'une situation par un médecin psychiatre. Alors comme je vous disais, le plus souvent, les équipes mobiles intégrant un médecin psychiatre, c'est plutôt des équipes médico-sociales. Et je voulais vous parler un peu des SAMSA, parce que c'est effectivement les principales équipes qu'on va retrouver. Alors, les SAMSA et les CVS sont réservés normalement à des situations de handicap psychique, ce qui pose quand même une question très problématique, qui est la question d'obtenir une orientation après la rédaction d'un certificat médical de demande auprès de la MDPH. Il faut avoir obtenu l'orientation auprès de la MDPH pour après éventuellement candidater pour participer, être intégré et pris en charge par une structure médico-sociale comme un SAMSA. Ce sont des structures autonomes, mais elles sont aussi souvent rattachées à un établissement, que ce soit un centre hospitalier de psychiatrie ou des associations. Leur financement, il est départemental et il n'y a pas de participation financière comme à l'hôpital, comme au sein de mon équipe, hein, qui est demandée aux patients. Alors, les équipes médico-sociales, elles vont, pour le coup, pas forcément faire que de l'intervention au domicile, et elles sont également censées établir un peu le lien, coordonner les choses entre les différents lieux d'activité du patient, que ce soit son activité professionnelle, son activité sociale, familiale, et donc, ce n'est pas uniquement des lieux qui concernent son domicile et finalement son lieu d'habitation. En général, ces équipes, elles s'adressent effectivement à des personnes qui ont un handicap plus sévère et elles proposent des accompagnements qui sont plus longs que pour les équipes plus médicales.
L'objectif de ces structures, c'est la réhabilitation psychosociale et plus largement le rétablissement, ce qui est quand même assez différent de la logique médicale un peu classique qui s'intéresse un peu plus souvent à la rémission clinique, la rémission des symptômes, la disparition des symptômes. Alors les SAMSAS, quand même que je vous définisse le sigle, hein, c'est les services d'accompagnement médico-sociaux pour les adultes handicapés. Et dans leur définition, j'ai trouvé cette définition qui me paraissait assez claire et assez finalement représentatif de cette mission, de cet objectif de rétablissement des individus, c'est-à-dire contribuer à la réalisation des projets de vie des personnes handicapées en favorisant le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, universitaires ou professionnels et l'accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité. Les services d'accompagnement à la vie sociale sont là pour le coup un pôle plus rapproché, on va dire, du secteur social pur, puisqu'elle n'intègre pas des prestations de soins et elle n'intègre pas ces équipes, a priori, de professionnels de santé. Alors, pour vous décrire un petit peu, on peut retrouver effectivement tout un gradient en fait, d'équipes mobiles intégrant un psychiatre, allant du social plus pur vers du médical plus pur, les SAVS et les SAMSA dont je vous ai parlé. L'équivalent dans le secteur peut-être de la pédopsychiatrie, c'est ce qu'on appelle les CESAD ou les équipes socio-éducatives. À l'autre extrémité, sur le côté beaucoup plus médical, on a l'hospitalisation à domicile, où, à la différence de mon équipe, il y a également une présence la nuit et également une présence le week-end, ou au moins en tout cas des capacités de pouvoir faire intervenir quelqu'un en cas de besoin. On retrouve également des équipes de soins plus ou moins intensifs à domicile, c'est le cas de mon équipe, et on peut également placer des appartements thérapeutiques peut-être dans ce type d'intervention. Bien sûr, le choix d'une équipe, le choix d'une orientation dans le parcours de soins, quand on sollicite une équipe, ça va dépendre bien sûr des missions et des objectifs qu'on définit pour le patient. Et ces missions, ces objectifs vont en retour influer bien sûr sur la composition des équipes dont on a besoin, à la fois en termes d'effectifs, parce que vous avez compris que par exemple, il faut beaucoup plus de personnel pour avoir une équipe d'hospitalisation à domicile que pour une équipe qui fait uniquement du soin à domicile en journée. Et ça va orienter beaucoup effectivement sur les types de professionnels qui la composent. Avec, on peut imaginer, comme je vous l'avais dit, plus de travailleurs sociaux du côté du secteur social et plus de professions médicales et paramédicales du côté plus du secteur médical classique. Alors, après vous avoir décrit un peu brièvement le champ des équipes mobiles intégrant un psychiatre, je vais vous parler du coup de mon équipe, du SIAM. Je vais vous repréciser un peu le projet initial de cette équipe et à l'issue, vous présenter un peu peut-être le bilan que je peux faire de ces 2 ans et vous faire un retour d'expérience peut-être plus qualitatif que quantitatif. Et je suis très intéressé, en tout cas peut-être par l'impression que ça vous donne. Et encore une fois, je pense, moi j'ai listé certains besoins du côté des usagers, du côté des patients, du côté des aidants familiaux, mais je suis à peu près sûr qu'il y aurait d'autres suggestions que vous pourriez me donner à la fin de cette présentation. Alors, le projet du SIAM, c'est dans un contexte qui est quand même assez classique quand on considère l'hospitalisation en psychiatrie. C'est que le service de psychiatrie sectorisé à l'hôpital Albert Chenevier est en suroccupation quasi continue. Et en plus de ça, on a une saturation des structures d'aval que sont les centres médico-psychologiques Aristote, qui s'occupent des patients de Créteil et Maison-Alfort, et le CMP Mozart, qui s'occupe des patients de la commune de Boissy et des alentours. Autre point, c'est que c'était bien sûr défini dans le plan régional de santé 2018-2022 qu'il fallait promouvoir les structures ambulatoires, avec notamment le fait de développer des soins intensifs à domicile, avec un besoin urgent de réduire les hospitalisations et de réduire les soins sans consentement. Alors, dans la préparation de ce projet, donc le professeur Pellissolo et moi-même, on a été amenés à rencontrer plusieurs équipes similaires qui s'apparentaient un peu à la nôtre. J'entends notamment l'équipe de Lille qui a vraiment, je crois, cette culture en santé mentale depuis longtemps de soins à domicile ou de soins dans la cité. L'équipe des Murets à la Queue-en-Brie, l'équipe du centre hospitalier de secteur de l'hôpital Argenteuil et l'hôpital Sainte-Anne. Le SIAM a démarré à moitié à partir de février 2019 où
il y avait déjà certains patients qui étaient accueillis par l'équipe paramédicale des appartements thérapeutiques et la structure a finalement ouvert le 4 novembre 2019 avec les moyens spécifiques qui nous étaient dédiés. Alors, le projet médical, c'était la création d'une équipe pluriprofessionnelle qui était dédiée à la prise en charge intensive à domicile de patients en phase aiguë ou sous-aiguë de troubles psychiques. Alors, on avait vraiment un choix volontaire de ne pas s'orienter pour une fois sur une population particulière, mais de s'adresser finalement à l'ensemble des patients qui étaient accueillis en hospitalisation. L'objectif pour le patient, c'est de lui assurer des soins de qualité, en tout cas on l'espère, et personnalisés, pour résoudre les symptômes le plus rapidement possible. Je me rends compte en vous le disant qu'on est là encore dans une logique très médicale. Éviter ou raccourcir les hospitalisations pour en éviter les effets délétères dont on est tout à fait conscient. Favoriser l'adhésion aux soins et éviter les ruptures de suivi au long cours, ce qui est un problème majeur dans les prises en charge et un des principaux écueils quand vous savez que les hospitalisations sont saturées et que les structures d'aval parfois peuvent proposer des premiers rendez-vous quelques mois après la sortie d'hospitalisation. L'objectif était également d'impliquer l'entourage dans la prise en charge et d'assurer également une aide aux aidants familiaux. C'était l'occasion également de développer de nouvelles compétences au sein de notre département médico-universitaire. Alors, les indications, donc, nous accueillons des patients qui sont domiciliés dans les communes des secteurs psychiatriques 94, G06, G07, G08, qui en gros correspondent à le Val-de-Marne, autour de Créteil et peut-être le sud-sud-est du Val-de-Marne. Bien entendu, et ça c'est quand même un prérequis important, c'est qu'il fallait que les patients qu'on accueille acceptent le principe de soins intensifs à domicile, que ce soit des soins libres ou des soins sans consentement, parce que ça nous est également arrivé d'accompagner des patients qui étaient dans le cadre de soins sans consentement, dans le cadre de programmes de soins ambulatoires. Et je me permets de rajouter qu'au-delà de l'acceptation du patient, il est bien sûr un prérequis majeur, c'est l'acceptation bien sûr des autres personnes vivant sous le même toit. C'était aussi bien sûr un prérequis à ce qu'on puisse intervenir. L'indication, c'est la présence également de symptômes aigus ou sous-aigus, de troubles psychotiques, de troubles de l'humeur ou de tout trouble psychiatrique qui nécessite l'intervention de plusieurs professionnels pendant au moins un mois. L'indication, elle est posée par le médecin responsable que je suis, à la demande de mes collègues qui sont les psychiatres référents, soit dans les unités d'hospitalisation complète, soit au sein des centres médico-psychologiques. On s'adressait finalement d'emblée à deux types de situations. Une situation de post-hospitalisation, c'est-à-dire la situation la plus classique, où on est là pour consolider les soins et assurer ce relais de prise en charge ambulatoire. Et d'autres situations plus complexes, moins nombreuses, qui sont les situations d'alternatives à l'hospitalisation. Donc, il s'agissait en l'occurrence de patients suivis au centre médico-psychologique ou au sein de l'hôpital de jour, pour lequel on détecte à un moment qu'il y a un besoin de renforcer la prise en charge lors d'une phase de décompensation avec un intérêt des interventions à domicile. Les contre-indications, c'est bien sûr les patients qui n'ont pas de domicile ou qui vivent déjà en institution, le refus du patient ou de la famille des visites à domicile, comme je vous le disais, l'indication impérative à une hospitalisation conventionnelle. Il faut imaginer aussi qu'on ne peut pas conduire les soins tout à fait de la même manière qu'en hospitalisation complète, même si on souhaite s'adresser à des patients présentant des symptômes aigus. D'autre part, on n'a pas, moi-même, je n'ai pas les connaissances somatiques non plus pour prendre en charge des pathologies somatiques décompensées qui nécessitent des soins en hospitalisation. Alors, comment ça se déroule pour le patient? Quel est son parcours de soins? En général, on propose un entretien d'évaluation. On est au moins 2 des professionnels de l'équipe qui sont présents. On essaie de définir un peu avec le patient quelles sont les missions et les objectifs que lui il voit à sa prise en charge, après qu'on ait reçu une demande préalable par les médecins psychiatres référents. Et on élabore un programme avec le patient. Et la prise en charge est initialement proposée pour une période de 4 semaines, 1 mois, qu'on se permet de renouveler jusqu'à 2 fois. C'est assez arbitraire, ce choix de 1 mois renouvelable 2 fois jusqu'à 3 mois. En tout cas, ça peut paraître arbitraire, mais en fait, on se disait que si finalement il y a besoin
d'accompagnement, d'intervention à domicile pendant une période supérieure à 3 mois, on est peut-être plutôt dans des situations qui relèvent de la nécessité d'une prise en charge par une équipe médico-sociale comme en SAMSA. Alors, le programme qui est proposé au patient, on le personnalise un peu en fonction de sa situation personnelle, la situation de son domicile, parfois la reprise d'une activité professionnelle en parallèle de notre prise en charge. On propose, lors de ces interventions à domicile, donc une consultation avec moi, médecin psychiatre, où je réévalue bien sûr les traitements, les bilans biologiques à réaliser, une consultation en fait psychiatrique un peu classique, sauf qu'elle a lieu au domicile du patient, des entretiens infirmiers. On ne peut pas, pour des questions d'horaire, assurer effectivement une administration des traitements, mais on va essayer de surveiller et avoir des éléments un peu indirects de l'observance des traitements médicamenteux. On peut proposer également des consultations psychologiques, elles qui sont plutôt proposées par entretien téléphonique ou en accueil présentiel. On insiste beaucoup sur l'éducation thérapeutique auprès du patient, auprès de sa famille. Ça peut être aussi l'occasion, à plusieurs moments au cours de la prise en charge, je propose assez fréquemment des entretiens familiaux pour faire le point également avec l'entourage familial et apporter le soutien et en même temps, comme je vous disais peut-être aussi, parfois ça peut être un moyen, un levier dans des moments un peu complexes de la prise en charge où je pense que c'est parfois utile pour moi aussi de faire intervenir les parents, les enfants, enfin les membres de la famille. On essaie également, pour la majorité des patients, d'établir un plan de crise, c'est-à-dire comment réfléchir en amont avec ses professionnels de santé, avec son entourage, sur comment agir en cas de prémisse de décompensation et finalement même jusqu'au bout, en cas de décompensation, finalement essayer de peut-être aller jusqu'à faire des directives anticipées de comment se passerait l'hospitalisation en psychiatrie. En dehors des interventions à domicile, on a bien sûr des entretiens téléphoniques ou des téléconsultations qui sont proposés. Et il y a certaines situations, on est obligé malgré tout de garder des bureaux et de faire de l'accueil en présentiel. On accompagne également certains de nos patients pour des soins médicaux importants lors des prises en charge en post-hospitalisation, lorsqu'il y a eu des examens qui ont été prescrits pendant la durée d'hospitalisation, mais qu'on n'a parfois pas réussi à obtenir pendant le séjour du patient. Alors, la constitution de l'équipe. Alors, elle est composée donc d'un psychiatre que je suis. Comme je vous ai dit, je ne consacre pas intégralement tout mon temps à l'équipe du SIAM. On a actuellement 2 infirmiers, alors qu'on a a priori 3 infirmiers prévus. Une psychologue qui a été recrutée. On est en cours de recrutement également d'un éducateur spécialisé. Et actuellement, on a un mi-temps d'agent administratif, le reste du mi-temps de l'agent administratif étant dévolu à d'autres structures dans le pôle. Alors, sur le plan de l'organisation pratique, nos locaux sont situés à l'hôpital Albert-Chenevier, dans le pavillon risque, qui est un pavillon qui est extérieur à l'unité d'hospitalisation classique. Ça, je pense que c'était aussi un prérequis important, parce qu'on est conscient aussi parfois des difficultés qu'ont les patients à revenir sur le lieu de l'hospitalisation dans ces moments qui ont été parfois traumatisants pour eux. Nos locaux, bon, là, je me permets de me satisfaire d'une situation matérielle. Ça paraît peut-être un peu ridicule, mais finalement, c'est plutôt rare à l'hôpital. Donc, on a une grande salle d'équipe qui a un grand open space. Je dispose d'un bureau médical. Il y a un secrétariat. On a des ordinateurs qui sont équipés de dispositifs de téléconsultation, même si on s'est rendu compte que la téléconsultation sur un open space peut être parfois un peu difficile et manquer de confidentialité. On a un véhicule dédié et 2 téléphones portables professionnels qui sont ouverts pendant tout le temps de notre activité et sur lesquels les patients peuvent nous joindre, sur lesquels moi j'incite aussi l'entourage à nous joindre en cas de besoin. Et les visites sont réalisées en général à 2 à 3 intervenants. Alors nos limites sont aussi nos horaires de fonctionnement puisque nous n'avons pas les effectifs pour effectivement assurer une prise en charge pendant le week-end ou en soirée. Et donc, nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Donc, dans le calendrier prévisionnel de notre activité, comme je vous disais, on a ouvert du coup le 4 novembre, ça fait bientôt, la semaine prochaine, ça fera donc 2 ans. Et il était prévu une montée progressive, une montée en charge de notre activité en fonction du recrutement effectué. Il était à peu près estimé l'idée de pouvoir réaliser 5 à 10 prises en charge en simultané
et on estimait à peu près pouvoir accueillir 50 à 60 patients par an, 50 à 60 patients pris en charge, je préfère dire, parce qu'il y a eu des patients pour lesquels il y a eu plusieurs demandes de prise en charge. Alors, le bilan, finalement, que je fais au terme de ces 2 années d'activité, c'est sans doute déjà qu'on avait probablement une capacité potentielle d'accueil supérieure à celle qui était estimée. Alors, tout dépend, là encore, de si on s'adresse à des patients qui ont des symptômes très aigus ou plus ou moins aigus, si on s'intéresse effectivement plutôt à une rémission clinique ou à favoriser finalement la réhabilitation psychosociale, favoriser le rétablissement. On a des difficultés, mais je pense qu'on n'est vraiment pas les seuls. C'est le cas pour les unités d'hospitalisation, pour les unités ambulatoires. C'est le cas pour la psychiatrie, mais c'est le cas effectivement pour d'autres spécialités et pour la santé en général. On a des difficultés majeures de recrutement de personnel. Actuellement, j'estime qu'on fait à peu près 5 à 8 prises en charge simultanées correctement. Au-delà, je pense qu'il faut que ce soit parfois pas des prises en charge trop lourdes, hein. Et au terme de ces 2 ans, on a réalisé 115 prises en charge, ce qui me paraît effectivement à peu près dans les objectifs attendus. Il s'agissait majoritairement de situations finalement en aval de l'hospitalisation, ce que je vous appelais les post-hospitalisations, et dans 10% des cas, d'alternatives à l'hospitalisation, où c'est les médecins du CMP qui nous contactent pour essayer de calmer la situation et d'éviter le recours à l'hospitalisation. Ce n'est pas toujours possible d'éviter le recours à l'hospitalisation malgré tout, mais néanmoins, on a pu intervenir dans à peu près 10% des prises en charge dans des situations comme celle-ci. Et il s'agissait à 80% de soins libres et dans 20% de programmes de soins ambulatoires, c'est-à-dire de soins sans consentement. Alors le patient, bien sûr, il est en programme de soins parce qu'on a très peur finalement d'une rupture du suivi, d'une rupture du traitement sur le long cours, mais il est volontaire, bien sûr, pour la prise en charge avec le SIAM dans le mois qui suit la sortie. Mon impression, alors je pense qu'elle est quand même pas galvaudée, mais c'est que je pense que c'est quand même très satisfaisant pour les patients et vraiment on a une majorité d'avis positifs des patients, voire très positifs. Et je dirais encore plus un retour positif des aidants familiaux. On a certains de nos patients qui continuent de nous appeler pour nous donner des nouvelles. J'ai encore parfois certaines familles qui me contactent également pour me dire des nouvelles ou parfois me dire leur inquiétude. Je pense qu'on permet dans ces situations-là une meilleure coordination des soins, une meilleure coordination vraiment entre l'hôpital et la ville, qui est vraiment une difficulté majeure pour les patients. J'ai l'impression aussi qu'il y a une certaine satisfaction des différents partenaires médicaux et médico-sociaux qu'on peut avoir, que ce soit mes collègues hospitaliers ou toutes les personnes qu'on peut rencontrer dans l'entourage du patient dans son parcours de soins. Je parle au nom de mon équipe, mais je pense pouvoir dire que c'est quand même un nouvel exercice clinique pour les infirmiers, pour les psychologues, pour les médecins, pour les secrétaires qui est extrêmement enrichissant. Cette dimension un peu de coordination du parcours de soins, c'est quand même des compétences nouvelles à acquérir, tout en gardant nos compétences initiales, mais c'est en tout cas, je pense, un travail difficile et je suis assez content de la manière dont mes collègues infirmiers ont relevé un peu ce challenge. Et ce qui est sûr, c'est que ça nous a permis à tous de développer des nouvelles compétences, pas toujours médicales. On a monté des meubles Ikea, on a réinstallé des antennes TV. Parfois, c'est des choses aussi basiques que ça, qui sont des interventions quand même appréciées par les patients. En termes d'actualité et de perspective, voilà un peu toutes les questions moi, que je me pose, que je voulais aussi vous soumettre. Actuellement, on a quand même eu une extension des missions du SIAM, notamment la réintégration de patients en soins sans consentement et hospitalisés qui sont sortis sans autorisation. On a proposé également, et ça je pense que c'est peut-être pas exactement une prise en charge très médicale, mais de pouvoir évaluer un peu en accompagnant des patients au domicile à partir de l'hôpital, la faisabilité un peu de certains projets de retour à domicile. On est souvent très biaisé par notre vie hospitalière, les médecins, les infirmiers, puisque finalement, on ne voit pas les patients dans leur milieu écologique, on ne voit pas comment ils fonctionnent, on ne voit pas s'ils sont capables de se faire à manger, de faire leurs courses, s'ils ont une vie sociale. Et parfois, on a certaines surprises désagréables, effectivement, lorsque on fait ces visites à domicile et qu'on voit que les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on aurait imaginé à l'hôpital.
Ce qui est assez questionnant pour nous aussi, c'est de trouver un petit peu notre place dans le parcours de soins global et habituel. C'est-à-dire que c'est un peu délicat, effectivement, d'être après l'hospitalisation et juste avant le CMP. Il y a en plus une dimension avec d'autres équipes mobiles qui voient le jour finalement dans les mêmes communes où moi j'interviens. Il y a notamment une équipe mobile 1530 avec laquelle le SIAM va être associé, qui est pilotée par la Maison des adolescents et le centre hospitalier intercommunal de Créteil, le service de pédopsychiatrie dont le professeur Ballette est chef de service. J'ai entendu parler également d'une équipe mobile de précarité et d'appui aux bailleurs sociaux qui pourraient voir le jour. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'est-ce qui serait peut-être intéressant. Moi, je pense qu'au-delà de ces 3 infirmiers, je vous ai dit qu'on pourrait probablement augmenter la capacité d'accueil en termes de nombre de patients, mais ce qui serait après peut-être le facteur limitatif, c'est le nombre de médecins. Donc, pourquoi pas intégrer un interne au SIAM? Alors, je dois vous dire qu'au cours du dernier semestre, j'ai eu la chance et le plaisir d'avoir une collègue interne qui était surnuméraire et qui nous a accompagnés dans la prise en charge. Mais c'est bien sûr très difficile, effectivement, de pouvoir avoir des postes pérennes dans ce type de nouvelle équipe. Ce que je peux dire, c'est que quand même, moi, j'ai un peu questionné les jeunes internes que je vois au sein du service dans lequel j'exerce. Et il y a un intérêt manifeste et majeur des jeunes collègues qui sont, de même que les patients, de même que les familles, très intéressés par ces nouvelles orientations un peu de la psychiatrie, cette nouvelle culture de la psychiatrie et le développement de ces équipes mobiles. Pour mon équipe, je me pose la question de, effectivement, d'étendre les capacités d'accueil, peut-être aussi étendre les capacités d'adressage. Alors, une des questions notamment, c'était peut-être de pouvoir proposer certaines prises en charge à certains patients évalués aux urgences qui sont en attente d'hospitalisation et qui peuvent attendre parfois péniblement plusieurs jours avant de trouver une place. Bien évidemment, c'est quand même un peu complexe ces situations-là, puisque est-ce que l'accord finalement qui est donné aux urgences, c'est ce qui serait maintenu dans le temps? Ça, c'est un peu une question que j'ai moi de mon côté. Est-ce que mon équipe, elle devrait finalement peut-être pas élargir ses horaires si finalement on a davantage de recrutement? Élargir peut-être les missions qu'on lui donne. Alors là encore, j'entends que moi, c'est très important de pouvoir aider au rétablissement des patients, mais quelle est finalement ma place aussi par rapport aux équipes médico-sociales classiques? Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'intérêt et je me pose beaucoup de questions parce que ça me paraît encore très compliqué. C'est d'essayer de pouvoir proposer voilà, quelque chose de viable pour essayer de proposer des alternatives à l'hospitalisation. J'entends éviter parfois la case hospitalisation, ce qui est parfois peut-être une situation qui serait gérable. Mais pour vous dire, ça concernait à peu près 20% des prises en charge qu'on a pu faire. C'est très rare qu'on ait pu avoir une intervention efficace, majeure en un mois. Et on était plutôt effectivement sur des prises en charge dans ce cas-là qui étaient un petit peu plus prolongées et en tout cas plus intensives. Voilà un peu en tout cas les questions que je me pose et que je souhaitais partager avec vous, vous soumettre. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je suis donc libre pour répondre à toutes vos questions. Ah, merci, merci bien. En fait, on sent que vous êtes quand même un pionnier un petit peu un pionnier quand même dans cette histoire. Ça me paraît quand même très, très complexe. Un pionnier dans le service, mais c'est tout. Non, mais aussi un pionnier dans cette prise en charge, quoi. Non, ça ne court pas les rues. Si? Ça se développe insuffisamment et je pense que c'est beaucoup dans l'air du temps. Hein. J'entends tous les jours parler, moi, de nouvelles équipes qui se créent et avec des orientations diverses. J'ai entendu parler aussi d'équipes mobiles d'addictologie. Je pense que c'est très intéressant. Donc, c'est dans l'air du temps. Et effectivement, nous, en tout cas, c'est une nouvelle activité qu'on a développée au sein du service. Et comme je vous le disais, c'est vraiment très enrichissant et je pense que ça répond vraiment à une attente de tous. Mais vraiment, moi, j'ai espoir que ça se développe de plus en plus et pas qu'à Créteil. Oui. Tu avais une question, Blandine? Oui, merci. On avait reçu une question sur notre boîte Argos. Donc, je vous la lis parce qu'elle est difficile à résumer. Je vous en prie.
Donc, le passage en CMP n'est pas facile et peut-être un échec, surtout pour une jeune qui vient tout juste d'être diagnostiquée après une hospitalisation sous contrainte pour plusieurs raisons. C'est un nouveau changement d'équipe médicale après une hospitalisation sous contrainte, puis le SIAM intervient à un moment où la patiente n'a pas encore accepté la maladie et où le traitement n'est pas encore vraiment stabilisé. Si là où le patient n'adhère pas au CMP, il n'y a plus de suivi, ne faudrait-il pas trouver d'autres alternatives? Et c'est Céline qui posait cette question. Alors, c'est une très bonne question, hein, déjà pour commencer. Ce qui est vrai, c'est que ce soit la prise en charge à l'hôpital, la prise en charge au CMP ou la prise en charge par mon équipe mobile, je pense que quand on a des difficultés pour comprendre la maladie, reconnaître les symptômes, c'est assez difficile d'accepter les soins d'une manière générale. Par exemple, si on parlait vraiment d'une hospitalisation à domicile avec une dispense des traitements par des infirmiers, j'imagine pas très bien comment est-ce qu'on pourrait intervenir effectivement de façon efficace dans cette situation. Après, moi, je pense qu'il faut aussi écouter les patients et si effectivement, eux, ils ont l'impression que c'est peut-être une équipe mobile dont ils ont besoin à un moment, ça peut être une bonne idée. Mais ça n'empêche pas que moi aussi, j'ai cette difficulté de ne pas induire une rupture moi-même, parce que je prends en charge des patients après l'hospitalisation, et là encore, je passe la main après à une structure ambulatoire. Donc, je ne sais pas si le SIAM éviterait finalement cette rupture et le fait de rencontrer une nouvelle équipe. En tout cas, l'idée, c'est de faire cette transition de façon progressive, et nous, ça peut nous arriver pendant la prise en charge, d'accompagner les patients au CMP ou de les inciter à aller au CMP pendant la prise en charge pour s'assurer finalement que le lien s'établisse de façon un peu concrète. Je ne sais pas si ça répond correctement à la question. Oui, ça répond à la question, je pense. Il y avait une autre question. Avez-vous pensé au père aidant pour ces équipes mobiles de Patricia? Ça me paraît être une très bonne idée. Alors, sans doute qu'en fait, les équipes médico-sociales et les SAMSA seraient encore plus intéressées pour intégrer effectivement les pères aidants. Nous, actuellement, il y a une père aidante dans le DMU qui travaille plutôt avec l'équipe des appartements thérapeutiques. Alors, moi, ça fait un certain temps que je suis dans le service, donc je connais bien son intervention et j'ai pu la solliciter à d'autres moments dans d'autres prises en charge. Ce qui est intéressant, c'est que avec mon équipe, ça m'est arrivé par exemple de la solliciter dans les moments où ça me paraissait pertinent et donc ça m'est arrivé de la solliciter comme ça m'est arrivé de solliciter la psychomotricienne de l'hôpital quand ça me paraissait justifié, la diététicienne de l'hôpital. Donc il y a aussi finalement tout le réseau en fait un peu qu'on utilise, hein, nous, en tant qu'équipe mobile sur Créteil et ses alentours, qui est très utile. Mais l'intégrer de façon pérenne au sein de notre équipe, pour le moment, non, mais ce serait peut-être une idée à discuter. Et ça serait un père aidant diplômé par un diplôme universitaire ou vous prendriez des pères aidants qui ont l'habitude dans une association d'être père aidant et qui pourraient se rattacher à votre équipe? Ou vous exigez un certain diplôme? Alors, je ne saurais pas forcément répondre sur, en tout cas, les conditions de recrutement. Je crois que notre père aidante, elle a fait ce diplôme universitaire. Ça, je pense que c'est après plus à discuter avec les responsables de mon service, du service de psychiatrie sectorisée. Et c'est peut-être davantage cela. Mais après, vous voyez, pour solliciter des interventions ponctuelles, moi, je suis très ouvert sur la question et je ne suis pas sûr, effectivement, qu'il faille que des gens hautement qualifiés en compétences médicales et avec des diplômes à la clé. Marie-Thérèse qui nous pose une question. Je peux témoigner de l'intérêt de ces services. Ma fille en a bénéficié lors de ses 2 dernières hospitalisations, ce qui lui a permis grandement de raccourcir son hospitalisation, ce qui est très appréciable pour le patient comme pour ses proches. Elle est dans le secteur du 12e. Pourriez-vous parler un peu de vos interventions pour éviter l'hospitalisation? Alors, pour moi, ce que j'ai pu proposer, parce que j'ai espoir de développer ces alternatives à l'hospitalisation.
Ce qui est sûr, c'est que si on est en train de parler de quelqu'un qui a des symptômes très aigus et qui n'a jamais eu aucun contact avec la psychiatrie, ça peut paraître assez ardu, assez difficile. Moi, ce que j'ai fait de façon systématique, vous voyez, à tous les patients que j'ai pris en charge au décours d'une hospitalisation, c'est que je leur ai bien évidemment dit que la première rencontre ayant eu lieu, ils nous connaissaient, ils étaient familiers peut-être avec le fait de visiter à domicile, ce qui est quand même un prérequis pas toujours évident, qui pouvaient faire appel à nous via leur médecin psychiatre au CNP en cas de moment un peu moins bien, et qu'effectivement, on pouvait à ce moment-là intervenir de nouveau au domicile, finalement en alternative à l'hospitalisation. C'est déjà arrivé d'ailleurs que des patients nous sollicitent directement et je prends contact avec leur médecin psychiatre qui confirme effectivement une situation qui relève d'une alternative à l'hospitalisation. Après, c'est toujours un peu délicat parce que, comme je vous disais, lorsqu'il y a vraiment besoin d'une hospitalisation à temps complet, souvent on a du mal à finalement être efficace dans ce type de prise en charge. Et ça, c'est aussi un autre questionnement que je peux avoir. Mais moi, je souhaite absolument pouvoir développer ça. Et c'est une des raisons également pour lesquelles le SIAM a été créé. Et est-ce que vous avez vu des impacts sur la réhospitalisation? Je veux dire par là, est-ce que vous avez agrandi le délai entre 2 hospitalisations ou vous ne pouvez pas le mesurer? Je ne l'ai pas encore mesuré. J'espère pouvoir le mesurer. Après, on n'a que 2 ans de recul. En tout cas, ça nous est arrivé quand même avoir une impression un peu subjective, en connaissant bien certains patients qui nous étaient adressés, qui étaient réhospitalisés de multiples fois, vous voyez, parfois plusieurs fois par année, de pouvoir effectivement constater qu'il y avait une augmentation du délai, pas forcément éviter toute rechute, peut-être ça c'est peut-être un peu excessif comme objectif, mais sur certaines prises en charge ponctuelles, oui, là je peux vous dire effectivement qu'on a pu effectivement éviter de voir les décompensations se rapprocher, et effectivement d'éviter certaines situations comme celle-ci. Il y a Catherine qui pose une question, une Bretonne. En Bretonne, il existe 2 pôles innovants. L'un à Saint-Malo avec le confinement, ce sont les soignants qui vont vers les patients. L'autre à la clinique Saint-Laurent à Rennes, où est née une structure médicale uniquement pour les personnes bipolaires. Celles-ci sont observées 1 semaine afin de leur trouver un traitement adéquat. Donc, je ne crois pas que ce soit de l'ambulatoire. Apparemment, elle évoque une équipe mobile, mais de la même manière que vous parliez de l'équipe du 12e, on nous parle d'une équipe en Bretagne. Donc, clairement, le SIAM n'est pas une exception, mais parfois pas très bien connue. Je pensais bien qu'elle puisse partager aussi ces informations-là. Oui. Non, j'arrive pas à répondre à toutes les demandes. Ah ben voyez, vous savez lire en tout cas. Et parfois, je n'en ai pas toujours énormément. Mes collègues sont aussi, vous voyez, parfois dans des difficultés telles du quotidien qu'ils n'ont pas toujours effectivement suffisamment l'idée d'avoir recours à nous. Ça dépend des moments, c'est assez irrégulier. Mais effectivement, répondre à tous les besoins, non, ça c'est sûr. Les demandes qui sont formulées par ma collègue, j'essaie effectivement d'y répondre en temps et en heure. Ça m'est arrivé également dans des situations qui n'étaient pas catastrophiques, de pouvoir proposer un début de la prise en charge avec le SIAM 1 à 2 semaines après la sortie d'hospitalisation. Parce que justement, je n'arrivais pas finalement à intervenir et à avoir des délais assez courts de prise en charge. Est-ce que vous pouvez nous dire la proportion de patients bipolaires et d'autres patients? Parce que visiblement, tout l'accompagnement appartement psychosocial m'a paru concerner plus les patients atteints d'autres pathologies. Je ne peux pas vous définir la proportion exacte, mais à vue de nez, je dirais peut-être un tiers quand même de patients ayant un trouble de l'humeur, dont des troubles bipolaires, dans les patients qu'on prend en charge. Les 2 tiers étant finalement troubles psychotiques ou d'autres troubles psychiatriques. On n'a pas d'ailleurs pas que des troubles psychiatriques finalement toujours très lourds. On a aussi des problématiques où on intervient qui sont, on va dire, parfois plus d'ordre psychologique même. D'accord. Pour répondre à la question de Patricia94, pour le moment, c'est plutôt les psychiatres effectivement des CMP, même si effectivement ça m'est arrivé quand même voilà,
en connaissant certains psychiatres de ville, de faire le relais en aval vers eux et de réintervenir justement en alternative à l'hospitalisation d'un patient que je leur avais adressé. Finalement, le seul caractère limitatif, ce serait un peu le lieu d'habitation du patient, un peu comme c'est le cas classiquement en psychiatrie, malheureusement. Mais pas d'opposition, en tout cas, à prendre des patients adressés par un psychiatre de ville. Il y a une chose qui m'a surprise, moi, c'était vos horaires. Je les comprends parfaitement. Il faut bien limiter le temps de travail de l'équipe. Mais il n'y a pas de problème. Enfin, je sais pas, on pourrait espérer que dans l'élargissant les plages horaires, ce soit efficace. Et la nuit, il n'y a jamais de problème la nuit? Vous avez des patients qui dorment la nuit? Non, non, on a eu tous les cas de figure, hein. On a eu des patients qui sont passés aux urgences et qui ont été réhospitalisés pendant la nuit. Et moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas finalement la nuit. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le week-end. Et en tant que médecin, c'est sûr que ça amène aussi d'ailleurs à d'autres angoisses, hein, parce que pour être très clair, quand vous avez un patient qui est en hospitalisation, vous quittez, vous quittez votre lieu de travail, vous rentrez chez vous. Ce n'est pas les mêmes angoisses, les mêmes inquiétudes qu'on peut avoir effectivement en laissant une situation à domicile qui est potentiellement fragile. Oui. Et le week-end, comment vous débrouillez alors? On est à donner des conseils un peu classiques, qui est d'appeler les secours, d'appeler le psychiatre de garde de l'hôpital, d'appeler l'unité, éventuellement appeler des dispositifs en cas d'idée suicidaire comme vigilance, si les patients ont été inclus dans vigilance. On est finalement sur un message assez classique que peuvent donner des structures ambulatoires classiques. J'ai trouvé intéressant que vous associez les proches dans le suivi parce que ça paraît indispensable. Mais est-ce que vous les associez beaucoup ou peu, ou vous les voyez une fois de temps en temps, ou comment ça se passe en fait? Alors déjà, c'est à la demande du patient. Ça, c'est quand même un prérequis, c'est qu'il faut que le patient soit d'accord. Et d'ailleurs, la majorité du temps, il est plutôt d'accord pour faire participer son entourage. Après, il n'y a pas forcément de caractère extrêmement systématique. Je vois aussi des familles qui ne veulent pas forcément trop se mêler de la prise en charge, qui ne sont pas forcément toujours intéressées. On a aussi des situations où au contraire, les gens veulent être très présents et peut-être un peu trop présents. Donc, c'est voilà, à distiller un peu, à mesurer un peu selon les situations. En tout cas, c'est quand même quasi systématique que je propose à un moment, au moins, vous voyez, pendant les 4 semaines, de faire un point spécifiquement dédié avec la famille. Ça me permet aussi d'orienter, par exemple, aussi parfois vers des thérapeutes familiaux quand j'ai l'impression qu'il y a une vraie nécessité, un vrai besoin de ce côté-là. Et est-ce que vous avez envisagé à un moment donné de faire une équipe mobile pour les crises? Je pense notamment aux phases up des patients. Les crises maniaques, c'est pour la famille, pour le patient aussi, j'imagine, mais pour la famille, c'est toujours un problème extrêmement difficile dont ils ne savent pas sortir, ils ne savent pas vers qui se tourner. Ils essayent le SAMU, qui en général n'a aucune compétence et ne leur répond pas. Après, ils essayent fatalement les pompiers quand la situation devient très, très préoccupante, et puis la police ou la gendarmerie, et ça se termine pour tout le monde pour une catastrophe. Et donc, je trouve dommage qu'il n'existe pas, du moins à ma connaissance, des services pour les problèmes aigus. Bon, le suicide, c'est bon, peut-être je me trompe, vous avez plus d'expérience que moi, mais c'est relativement plus facile de faire bouger les gens pour un suicide que de les faire bouger pour une crise maniaque relativement violente. Voilà. Donc ça, je sais qu'encore actuellement, ça laisse les gens totalement désarmés. Et encore parmi nous, on se posait la question il n'y a pas très longtemps, voyez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire?
c'est quand même assez compliqué, ces interventions d'urgence, finalement, et c'est aussi dans tous les appels que reçoit le 15, il y a probablement diverses situations. Il faut, je pense, un peu distinguer la situation d'un patient connu qui va moins bien et peut-être une situation où il y a une scène de violence ou une crise, quelle qu'elle soit et quelle qu'en soit la cause, à domicile. Classiquement, normalement, un patient qui est connu, qui est suivi, même s'il a arrêté son suivi, son traitement, c'est les CMP qui faisaient les visites à domicile dans un contexte d'urgence. Je sais que c'est très, très difficile hein, pour les collègues d'assurer cette mission et de faire les VAD urgentes où ils sont en général contactés par l'entourage, par le bailleur, par l'assistant social, par le curateur, le tuteur, je ne sais. Mais habituellement, c'est comme ça que c'est réalisé. Nous, ça nous est arrivé justement pour des patients en fait, qu'on avait pris en charge avec le SIAM, c'est un peu délicat puisqu'on a dû effectivement intervenir dans des situations d'urgence chez des patients qu'on connaissait. Mais intervenir voilà, dans des situations qui sont finalement inconnues, c'est beaucoup plus compliqué. Je sais que, pour vous donner un exemple, il y a une équipe mobile, qui est une équipe mobile de psychiatrie qui est, je crois, dans les Yvelines, qui s'appelle le groupe ERIC, qui, eux, par exemple, ont beaucoup cette culture-là. Et ils ont effectivement, depuis très longtemps, en fait, un partenariat très étroit avec la police. Et donc, ils ont des interventions en fait conjointes avec la police, les pompiers et l'équipe qui vient sur des situations d'urgence, mais qui ne sont pas que des situations psychiatriques, qui sont aussi des situations de complexité sociale, parfois associées à des conduites addictives et des problématiques voilà, particulièrement difficiles à calmer au domicile. Mhm. Il y a Patricia qui pose la question, combien de temps restez-vous en moyenne à domicile et quelle est la fréquence sur une semaine? Alors, c'est une bonne question. Il y a aussi d'ailleurs la question du temps de transport, hein, qui, bien sûr, aussi impacte sur notre activité. En général, c'est minimum une demi-heure de visite à domicile, hein, je voudrais dire. Et effectivement, quand il y a des occasions qui s'y prêtent, j'entends par exemple, vous voyez, un entretien familial ou ce genre de situation, là, on essaie de prendre un peu plus de temps. On est plutôt sur des entretiens qui peuvent durer à peu près 1 heure. La fréquence des interventions qu'on a et leur nature, que ce soit les appels téléphoniques, les accueils en présentiel ou les visites, on les définit un peu en fonction de la situation du patient. L'idée, c'est qu'on essaie d'établir en fonction de la situation qu'on a rencontrée dans la semaine, de la sévérité de la situation, on définit si on doit faire plus d'interventions ou moins d'interventions, si on doit faire que des visites à domicile ou plutôt finalement quand on arrive vers la fin de la prise en charge pour essayer aussi d'anticiper la rupture potentielle là, dont vous parliez, on essaie d'intervenir un petit peu moins. Donc, c'est assez variable et c'est défini chaque semaine en fonction de la situation rencontrée. Ça vous, Il y a ça pas vous demande un grand suivi, tout ça. Oui. Et vous envisagez quels sont vos projets à vous pour le SIAM, par exemple? Vous avez une idée de ce que vous allez faire, comment le développer, ou est-ce que vous avez d'autres orientations? Qu'est-ce que vous pensez faire? Moi, ce que j'aimerais, c'est, avec effectivement du recrutement, pouvoir élargir déjà les capacités d'accueil. Premier point, m'adresser effectivement à plus de patients pour effectivement assurer quand même une mission au plus grand nombre. Après, si vous me demandez, je pense aussi que vraiment, l'accent qu'on doit marquer, c'est développer cette alternative à l'hospitalisation. Je pense qu'en ayant un peu des antériorités de contact avec le patient, voilà, j'espère qu'elles seront de plus en plus fréquentes. Voilà, tous ces patients à qui je ne souhaite bien sûr aucune rechute, mais qui auront peut-être besoin à un moment du SIAM, j'espère que voilà, ils pourront nous solliciter et que ce sera d'autant plus facile, que peut-être on ait peut-être un peu plus cette culture aussi au CMP de nous adresser des patients peut-être d'ailleurs parfois sur des périodes plus brèves, hein, si on voit que les difficultés rencontrées ne sont pas si importantes que celles supposées. Mais vraiment, moi, c'est développer les alternatives à l'hospitalisation. Ce serait, je pense que vraiment, là, pour le coup, c'est une demande majeure des patients, hein, je pense. Oui. Oui, est-ce que ça a eu un effet sur les hospitalisations à Albert-Chenevier en Raymond d'Or? Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Pas chiffrable, mais bon, ça permet d'accueillir des patients qui attendent aux urgences, oui.
Oui. C'est moins encombré les urgences. Voilà, oui. Oui, c'est difficile d'apprécier tout ça. Il y a Mais d'autres. Oui. on va faire ces analyses-là, on va avoir ce recul-là, j'espère. Après, il y a d'autres facteurs qui ont joué aussi au cours de l'année que la création du SIAM sur Oui, sur le nombre d'hospitalisations. oui, il y a le Covid, il y a. Oui, on va pas. Oui, vous avez démarré quand même à une période un peu difficile, hein. Bon, On a eu cette grande question de est-ce que finalement on devait maintenir les visites à domicile, d'ailleurs, vous voyez, chez des personnes qui étaient à risque. Puis nous, comme on allait à droite à gauche au début, on était un peu paniqués comme tout le monde. Est-ce qu'on ne serait pas vecteur de transmission? Donc on a un moment plutôt proposé des appels hyper réguliers, un moment plutôt limiter les prises en charge compliquées avec les visites à domicile avant de finalement intervenir à domicile, mais dans un contexte effectivement assez particulier, puisqu'on venait avec des masques, enfin on continue à venir avec des masques bien sûr, mais on avait effectivement potentiellement plus de précautions à prendre. Nathalie qui demande, peut-on imaginer cette prise en charge sur tout le territoire sous peu? Moi, je pense qu'il y a de plus en plus à droite à gauche des initiatives qui se font. Malheureusement, c'est encore assez hétérogène, mais je pense que là, parmi les messages que vous avez vus, il y a beaucoup de choses qui se créent. Moi, je recommande encore, lorsqu'on ne sait pas où s'adresser, moi, souvent, la principale source documentaire, hein, c'est le Psycom, qui est quand même un annuaire, moi, je trouve, d'une utilité majeure. Il n'y a pas encore de rubrique équipe mobile, je crois, mais ça ne saurait tarder. Oui. Après, la difficulté, c'est que les équipes mobiles, vous avez compris aussi, dans la majorité des cas, ce n'est pas directement les patients et pas directement les familles qui contactent. Il faut quand même toujours un mode d'entrée par un médecin à un moment. Mais j'exclus pas aussi que des médecins généralistes m'adressent des patients. Vous voyez, là, je pense que là aussi, on peut peut-être élargir les capacités d'adressage, comme vous le disiez. Oui, mais comment les gens savent-ils que vous existez? Vous faites de la pub? Je viens au webinaire Argos ce soir. On refait le site du DMU, on communique un peu auprès de nos collègues dans les différentes unités d'hospitalisation, dans les CMP. Là, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez bien expliqué aux internes des unités d'hospitalisation le fonctionnement du SIAM. Donc là, j'ai prévu dans leur formation de faire un cours que je vais partager avec mes collègues, mais sur le SIAM, l'hôpital de jour et quelles sont les questions à se poser pour organiser une sortie dans des bonnes conditions. En tout cas, moi, j'aimerais bien leur apprendre ça aussi, parce que j'étais dans leur situation à eux, hein, d'organiser des sorties et pas forcément voir ce qui se passait après. C'est sûr qu'on a une acuité, on voit des choses que je n'imaginais pas du tout quand j'étais médecin responsable d'unité d'hospitalisation. Oui. Ça devrait être un passage obligé pour ces internes d'aller voir comment ça se passe. En tout cas, ils seraient demandeurs. Je pense qu'il y en a plein. Moi, quand j'ai dit, mais si jamais il y avait un poste d'interne au SIAM, qu'est-ce que vous en pensez? Ils étaient tous prêts à signer. Tu avais des questions, Blandine? Non, j'avais une question. C'est vous qui approchez les patients pour leur proposer la structure. Est-ce que quand un patient vous demande, vous accédez à sa demande ou quand c'est Alors, l'inverse qui se produit? en général, pour les patients que je connais, je leur demande de glisser cette solution à leur médecin psychiatre actuel et effectivement, effectivement de faire une demande pour une prise en charge au SIAM. Après, les patients, ils découvrent un peu, hein. Ils ne sont pas habitués, hein. Il y en a que je connaissais d'avant, que j'ai vu en consultation, que j'ai vu à l'hôpital, mais c'est tout nouveau pour eux aussi de découvrir les interventions à domicile, donc ils y pensent peut-être pas toujours. Et les familles sont en général très satisfaites? J'ai l'impression, ouais. Oui, parce qu'évidemment, habituellement, les familles sont tellement mises à l'écart, je ne dirais pas partout, mais ça arrive encore tellement souvent que vraiment, je crois que c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir parler avec le psychiatre, avec l'infirmière, avec le patient, tout le monde en même temps, quoi.
chacun prend la mesure. Ça, c'est à mon avis, irremplaçable. Voilà. Ça, c'est une demande majeure et peut-être que, je sais pas, de formation en psychothérapie familiale, je pense aussi peut-être que un éducateur spécialisé pourrait également peut-être proposer aussi certains conseils, oui, une certaine aide peut-être sur des interventions familiales un peu plus ponctuelles. L'idée étant pas de proposer sur 1 à 3 mois une thérapie familiale de qualité, mais vous voyez, dans ces conseils du quotidien auprès des familles, je pense qu'aussi un éducateur serait peut-être vraiment important à recruter. Il y a quelqu'un qui dit, et cas contraire, mon psy n'a pas accepté que mon mari vienne. Voilà. Ça y est, je l'ai perdu, la question. Elle a bougé, elle a disparu. Non, ça c'est vrai que c'est assez fréquent. Ça arrive encore que les psychiatres refusent de voir les familles. Surtout quand ils sont hospitalisés en plus. Bon. Comment développer au développement de ces structures? En parlant, en disant que c'est une bonne chose, que vous avez entendu parler de ça sur un secteur de santé et que peut-être ce serait utile de le faire là où vous vivez. Mettez en place un suivi sous combien de temps? C'est-à-dire combien de temps entre la demande et la… Ça dépend de la date de sortie. En ce moment, on est plutôt dans l'idée de rencontrer les patients le plus en amont possible pour que justement ils se familiarisent avec l'idée qu'on intervienne. Donc parfois, ça peut être dans l'urgence parce qu'il faut faire des places et qu'il y a des patients aux urgences. Donc ça peut être le jour même de la sortie d'hospitalisation qu'on les rencontre. Et parfois, on essaie de le faire en amont et parfois même, on essaie de faire des visites à domicile pour évaluer un peu les projets de sortie et éventuellement proposer la prise en charge avec le SIAM. Et il y a Catherine qui dit que l'idée d'un système comme réseau CHU pour la psychiatrie permettrait de vous faire diffuser votre idée. Je prends l'idée volontiers et je pense qu'effectivement, à mon avis, c'est bien que ce soit aussi dans les hôpitaux universitaires que ce genre d'initiatives soient prises pour qu'elles soient bien évaluées comme vous le souhaitiez et qu'on puisse aussi démontrer, bien sûr, l'intérêt de ce type de prise en charge au pouvoir public. Et Patricia dit, comment peut-on avoir des informations sur ce dispositif? Car j'ai cherché sur Internet et je n'ai pas trouvé. Alors, le site du DMU est en cours de réflexion. Donc, il y aura, je l'espère, bien sûr, un onglet sur le SIAM qui décrit un peu le projet. Après, ce qui est vrai, c'est que j'expliquais que pour nous adresser des patients, c'est plutôt les psychiatres de notre secteur qui nous adressent directement. Si vous cherchez des informations sur d'autres dispositifs d'équipe mobile, je pense que c'est plutôt du côté de Psycom qu'ils seront les plus exhaustifs sur le territoire. À Lille, ils sont très en avance sur ce genre de choses, avec Jean-Luc Roëlan, je suppose, qui était à l'origine il a beaucoup participé à l'idée de la psychiatrie dans la ville. Est-ce qu'eux, ils ont des dispositifs identiques, plus développés? Vous les connaissez ou pas? Moi, personnellement, je les avais effectivement pas rencontrés, mais je crois qu'il y a des équipes d'urgence et il y a effectivement depuis longtemps, en fait, je crois même une culture des CMP en fait d'intervenir à domicile. Et donc peut-être qu'il n'y a pas eu partout le besoin de créer une équipe dédiée à ce type de prise en charge, puisque c'était finalement probablement plus intégré dans leur pratique habituelle. C'est une alternative intéressante aussi. Oui. Alors, l'idée de l'hospitalisation à domicile en psychiatrie, elle n'est pas non plus toute récente, hein, parce que je regardais encore, vous voyez, il y a des choses qui étaient évoquées dès la Révolution française, ça a été mis finalement en forme finalement dans les années 70, mais il y a eu des initiatives qui ont été créées effectivement, même si ça ne ressemble pas à de l'HAD peut-être qu'on pourrait retrouver dans d'autres spécialités, et que ça reste encore pas très bien codifié en France et peu développé. Vous allez donc faire une évaluation des bénéfices et de tout ça. Et du coût, alors, est-ce que ça coûte cher? Ce qui coûte le plus cher au sein de l'équipe, c'est moi, je crois.
Bah, Pas les infirmiers. c'est pas les infirmiers. Après, bien évidemment aussi, je pense que dans la logique des pouvoirs publics, il y a aussi peut-être l'idée un peu de développer ces nouvelles fonctions infirmières, hein. Je parlais un peu de case management, c'est-à-dire cette dimension un peu d'avoir un infirmier en psychiatrie, mais qui est là aussi pour aider la coordination du parcours de soins, prendre le rendez-vous chez le généraliste, organiser la mammographie, le dépistage du cancer colorectal, la vaccination Covid, que sais-je, hein. Ça, c'est des choses quand même qui sont faits là, dans le quotidien. Et les comorbidités, vous en occupez aussi? Alors, c'est pas moi qui vais modifier le traitement cardiologique, c'est pas moi qui vais faire ça, mais bien entendu que je vais orienter le patient vers le cardiologue, je vais appeler le cardiologue s'il y a besoin. Comme je vous disais, parfois, comme les patients sortent, ils ont quand même des examens biologiques éventuellement à faire pour surveiller telle ou telle chose, pas forcément en lien avec la pathologie psychiatrique. Donc, en tout cas, on assure aussi la continuité de la prise en charge sur le plan des soins physiques également, pas que psychiatriques. Oui, ça c'est heureux. Mais je ne suis pas, par exemple, compétent, je ne suis pas gériatre. Donc, c'est vrai que là aussi, j'ai moi-même certaines limites dans certaines situations médicales un peu intriquées et comorbides. Et pour les enfants, vous en occupez aussi? Moi, non. Je ne crois pas qu'il y ait finalement autant d'équipes médicales de pédopsychiatrie. J'ai envie de dire, elles sont plus équipes médico-sociales, hein. J'évoquais les CESAD, là, qui sont un petit peu les équivalents des SAMSAP, qui vont intervenir dans le milieu scolaire également. Beaucoup d'équipes socio-éducatives, mais je pense qu'elles sont encore moins souvent composées de médecins, des équipes en pédopsychiatrie mobile. Ce qui est très important et ce qui se développe beaucoup, c'est le développement d'équipes mobiles, notamment dans ce qu'on appelle les pathologies émergentes, hein, c'est-à-dire l'apparition un peu des troubles psychiques, la première bouffée délirante aiguë qui survient à l'âge adulte. Et je vois des structures probablement un peu plus fournies que la mienne qui se développent, des SAMSA, avec parfois des partenariats avec l'MDPH et une obtention d'un SAMSA très rapidement, ce qui est en fait très intéressant parce que si vous adressez à un jeune de 18 ans, là je parle d'une situation de handicap hein, qui est probablement une situation plus lourde que beaucoup de patients peut-être rencontrent, mais ça peut être très utile effectivement d'avoir une intervention assez précoce pour éviter toute la désocialisation, la déscolarisation qui peut intervenir à cet âge-là et qui aura un retentissement majeur sur la vie du sujet. Donc j'entends beaucoup de parler d'équipes mobiles jeunes qui se lancent. Vous voyez, à la PHP, je sais qu'il y a une équipe mobile jeune qui va se développer à Louis Mourier. Et c'est nous, le pendant un peu de l'équipe jeune qui va se développer sur Créteil, c'est piloté par le CHIC et c'est l'équipe 15-30. Je sais que vous pilotez aussi actuellement le programme bipolaire. Oui, passeport BP. Passeport bipolaire, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles au bout de combien? 2 ans? Alors, 1 an à partir des inclusions, parce que là, on a été franchement bien décalé dans le temps avec le Covid. Écoutez, les inclusions se passent bien sur Créteil. J'ai l'impression que il y a certains patients qui sont très contents de ce qu'il leur est proposé. Il y a pas mal de patients qui nous ont contactés quand même après avoir regardé le webinaire que vous aviez organisé. Donc, je vous remercie et puis je les salue par la même occasion. Et avec d'ailleurs des demandes extrêmement pertinentes, hein. Moi, il y a une patiente qui m'a contacté qui m'a dit « Mais mon psychiatre et mon généraliste ne se parlent pas. J'avais cette comorbidité d'une obésité avec besoin d'un hôpital de jour de nutrition. » Elle m'a dit « Mais je me suis épuisée finalement à organiser moi-même cette prise en charge. Et en fait, j'aurais eu besoin de cette coordination de soins, de votre aide, depuis des années. » Donc voilà, des demandes extrêmement pertinentes. Et puis après, on a aussi d'autres patients qui étaient, on va dire, plus stabilisés peut-être, avec moins de comorbidité, qui sont pas tous très assidus, qui nous donnent pas toujours de leurs nouvelles de façon très régulière. Mais ça, je pense que ça fait partie aussi de ce qui était attendu. Mais vous voyez, on est en train de s'adresser finalement à des gens avec des difficultés beaucoup plus variées là dans Passeport BP. Et la coordination de soins est finalement plus à distance et plus légère que celle qu'on fait, par exemple, avec l'équipe du SIAM. Oui.
Ça ne s'adresse pas aux mêmes patients. Ça ne s'adresse pas aux mêmes patients, pas au même moment, pas aux mêmes problématiques, c'est sûr. Donc, et vous avez encore combien de patients à inclure? À inclure encore beaucoup. Là, actuellement, en tout cas, on en a inclus à peu près une centaine. Un peu plus d'une centaine. On est quasiment à 120. Oui. C'est peut-être le moment de recruter. Bah, écoutez, je pense que il y a des informations maintenant sur le site de la Fondation Fondamentale qui ont été plutôt bien mises à jour. Et vous avez d'ailleurs mon adresse mail qui est directement renseignée si vous souhaitez participer et être contacté au moins sinon pour avoir des informations sur le projet. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Ça va durer 5 ans, je crois, en tout. Alors, le projet était censé durer 4 ans, mais comme il y a eu décalage du lancement, je ne sais pas exactement jusqu'à quelle date il est fixé. Oui, avec le Covid. C'est vrai que ça a tout bouleversé. Bon, bah, écoutez, je pense. As-tu des questions, toi, Dominique? Non, non, pas du tout. Un témoignage? Un témoignage, effectivement. Donc, parce que moi, je ne connaissais pas ce dispositif, mais mon fils en a bénéficié, effectivement, donc, suite à une hospitalisation qui a eu lieu au mois de juillet dernier. Donc, j'ai été effectivement agréablement surpris donc, par ce dispositif innovant. Et donc, effectivement, donc, mon fils a accepté des visites à domicile, donc du médecin, de l'infirmier, de la psychologue également. Donc, moi, c'est pour ça, effectivement, que j'ai souhaité faire, entre guillemets, pas la promotion, mais en tout cas, effectivement, faire connaître le service du SIAM, puisqu'on se rend compte, en fait, qu'il peut y avoir parfois aussi un déficit d'information auprès des usagers, des patients et des proches. Et donc, en tout cas, un grand merci au docteur Le Gouane et puis toutes les questions qui ont été posées ce soir donc, à notre intervenant. Voilà ce que je voulais dire. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, et c'est ce qu'il semble, eh bien, on va vous remercier. Peut-être il arrive qu'on ait des questions à retardement. On vous les communiquera. Hein, et on vous souhaite, merci beaucoup d'être venu ce soir. Et puis, bon courage à votre équipe. Merci. Susciter des vocations parmi les jeunes, les jeunes internes. Je pense que c'est très important qu'ils se rendent compte de cet autre aspect de la prise en charge des patients dans la famille. Pour nous, c'est des gros espoirs. Et puis, le côté jeune aussi, c'est un grand espoir pour tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.